Bien, écoutez, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être aussi nombreux. 25 inscriptions encore à ce webinaire, donc c'est plutôt très bien. Je pensais qu'on finirait à 3 à l'approche de la date fatidique. A priori, c'est un petit peu mieux. Donc, merci, bravo de vous mobiliser encore une fois. Bienvenue dans ce 22e webinaire qui va rentrer encore un peu plus profondément dans l'opérationnel. Vous allez voir qu'on va évoquer des actions assez précises pour évangéliser vos associés, si vous en avez, vos collaborateurs, forcément vos cadres, et même vos clients, puisque vos clients font partie de l'histoire et donc vont devoir eux aussi s'approprier les outils d'IA qui sont assez spectaculaires et qui arrivent de plus en plus. Alors, on va parler d'actions donc très concrètes. On va parler de quelques nouveautés qui viennent d'arriver autour d'OpenAI notamment, sans compter que les autres éditeurs bossent beaucoup également, mais je dirais que les nouveautés les plus marquantes sont plutôt chez ChatGPT. Et donc, on va en dire quelques mots, notamment l'arrivée de la version 5 qui va être assez colossale au niveau des capacités. Donc, vous verrez que ça vaut vraiment le coup d'examiner tout ça très rapidement. Euh, Ce que je voulais vous dire, donc, c'est qu'au-delà de l'aspect opérationnel, on va se faire en sorte de se préparer de plus en plus. La prochaine session, on va enjamber évidemment les derniers jours des dates fiscales fatidiques et on va se revoir la prochaine fois le 24, donc dans 3 semaines. On va enjamber 3 semaines parce que là, vous vous embêtez dans les jours qui précèdent. Là, déjà, on est à 15 jours. Je vais plutôt vous laisser un petit peu tranquille. Ce que je vous proposerais, c'est quand même d'avancer assez vite sur des réflexions, voire même des décisions, en tout cas que je vous conseille au mois de juin, sachant que si vous décidez d'un certain nombre de choses au mois de juin, vous pouvez les lancer au mois de juillet. Et en les lançant en juillet, c'est le timing idéal. C'est un timing que j'ai déjà emprunté dans l'accompagnement de plusieurs cabinets sur différents sujets, dont l'IA, mais aussi tout ce qui est gain de productivité, chaîne critique, organisation en général. Et donc, je vous conseillerais de vous y prendre le plus tôt possible parce que c'est vraiment euh, la mission, l'environnement, les conditions les plus optimales, les plus confortables, les plus sereines quand on s'y prend tôt avant l'été, plutôt que d'attendre le congrès au mois d'octobre. Hein, ça sera tard cette année, c'est premier jour d'octobre. Et donc, quand vous attendez le congrès, vous prenez une décision pour quelque chose qui peut être opérationnel qu'au mois de novembre. Et ça y est, il reste plus qu'un mois et demi. C'est très difficile de faire des choses profondes en un mois et demi. Et là, je vais vous parler de choses qu'on va également faire, qu'on va lancer au Club RCA les 26 et 27 juin prochains à Paris, qui vont permettre d'envisager totalement différemment le fonctionnement de votre cabinet en essayant de voir comment on peut se faire aider de l'IA pour favoriser l'entrée de l'IA dans le cabinet. Donc, vous voyez, on fait coup double. Non seulement on essaye d'aller vers les choses qu'on a envie de tester au sein du cabinet, mais en plus, on essaye de se servir de l'outil lui-même pour faire sa propre promotion quelque part. Et vous allez voir que ça peut être assez créatif et assez intéressant. Voilà, donc je vous présente mes nouveaux bureaux qui sont tout neufs. Hein, on est vraiment bien chez RCA Consulting. Euh, Allez, c'est parti pour une nouvelle session. Voilà. Est-ce que j'ai affiché mon truc? Pas encore, évidemment. Conforme à moi-même. Hop, ça va aller mieux, je pense. Allez, c'est parti. C'est parti. Nous sommes le 3 mai, donc 15 jours de la quille, comme diraient les militaires.
on va parler en introduction quand même d'applications et d'usages opérationnels qui ont traversé les secteurs d'activité principaux de l'entreprise, des entreprises, des économies mondiales. Un rapport du MIT bien connu sur l'IA montre qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions en l'espace d'un an et demi. Et je voulais quand même vous montrer un petit peu quel est leur avis sur le sujet, quelles sont les applications pertinentes et déjà très opérationnelles qu'on voit dans les différents secteurs d'activité, y compris dans des grandes sociétés, puisqu'ils ont plutôt étudié des grandes boîtes que des très petites. Mais c'est vraiment très intéressant. On verra aussi que l'IA est très plastique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à plein de cas de figure. Rappelez-vous, je vous ai parlé de différents types d'IA générative, de LLM, qui chacun ont des capacités différentes et des facteurs de succès, des choses très intéressantes selon ce qu'on veut réaliser. Hein, donc le sujet n'est pas seulement de savoir faire des prompts efficaces ou de créer des robots, des choses comme ça, mais c'est de se servir aussi des bons outils, en tout cas des outils les plus appropriés à chacun des usages et chacun des objectifs que vous souhaitez atteindre. On va parler donc de quelques nouveautés de ChatGPT 4.5 Turbo et également de l'arrivée très très prochaine de la version GPT-5. En tout cas, bon, on pense qu'elle est très prochaine. Tout le monde la situe à la mi-2024. On va y être bientôt, hein, c'est le mois de juin par là. Et on pense que peut-être même que ça pourrait s'annoncer au mois de mai, sachant que je pense qu'au mois de mai, Google et Apple vont faire de grosses annonces. Et il se pourrait bien que Sam Altman, le patron d'OpenAI, se fasse un petit plaisir en essayant de griller la politesse aux deux gros et en passant peut-être avant eux pour leur casser un petit peu leurs effets. Bon, ce sont des suppositions, hein, des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien de tout à fait certain. Donc là, je vais vous parler de 8 actions pour évangéliser vos cadres, vos collabs, vos clients au bénéfice de l'IA. Hein. Et donc, j'essaierai de vous donner quelques exemples de choses que l'on pourrait faire pour justement faire rentrer les choses plus facilement, plus sereinement, en levant des peurs, enfin des angoisses des uns ou des autres, parce que ça part la tête souvent du cabinet, et ça descend dans l'encadrement et dans le staff, les équipes de collaborateurs. On peut même penser que les clients ne sont pas forcément tous très réceptifs à ça. Donc, il y a un travail de fond à réaliser. Et c'est pourquoi je vous dis, quand on aura parcouru ces 8 actions, et je vous en offrirai une neuvième de plus, que j'ai appelée l'action zéro, qui part de vous d'ailleurs, je pense que déjà vous verrez l'ampleur quand même du chantier et vous verrez qu'on ne peut pas démarrer ça au dernier trimestre de l'année dans la précipitation et juste avant Noël. C'est complètement impossible. Voilà. En 4, donc cette action zéro, indispensable à la fois pour tout faire réussir, mais aussi pour échouer si on ne la met pas bien en œuvre. Et puis donc prochaine date et thème de notre webinaire, 24 mai, pardon, je présenterai plus en détail les 2 journées assez incroyables, puisque on va vraiment essayer d'avoir plusieurs objectifs dans ces 2 journées au Club RCA à Paris, donc d'ici un peu moins de 2 mois maintenant. On va essayer, de quasiment, je dis bien quasiment, parce que si j'enlève le mot quasiment, vous n'allez pas me croire, mais on va essayer de quasiment abolir la notion de période fiscale avec des actions justement très anticipées, très profondes, et surtout l'aide de l'IA, bien évidemment. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va essayer de mettre en place des outils d'IA partout, dans toutes les fonctions du cabinet, de façon à ce que vous ayez une efficacité décuplée par ces différents outils. Vous l'avez vu depuis les débuts, on a parlé de prompt, et puis de prompt évolué, et puis de petits robots simples, des GPTs notamment, et puis des workflows complètement robotisés. On vous a montré qu'on avait réussi même à créer un outil à base d'IA qui s'appelle Pilot Guard, et on vous a annoncé également
un outil qui va permettre de robotiser la, la- la captation des bordereaux d'URSSAF, entre autres. Et il y aura d'autres robots qui vont arriver, qui sont en cours de préparation. Vous allez voir également que cette notion de robot collaborateur interactif, capable d'appeler un client, un prospect, un futur collaborateur, un candidat, si tant est que vous en trouviez, ça va être possible de créer ce genre de robot capable de déclencher un appel et de mener une conversation. Tout ça, ce sont des choses voilà, qui vont débouler dans la profession. Pour l'instant, on en parle, ça fait des mois que j'en parle déjà. Ça ne s'est pas encore totalement concrétisé, bien sûr, et ça met toujours un peu de temps. On a entamé nos travaux, et plus que nos réflexions, vraiment nos travaux sur la création d'un robot interactif, hein, qui est capable de discuter avec un client, par exemple, et on sait qu'on va y aller. On sait qu'on va parvenir à faire ce genre de choses qui semblent, c'est pour ça que je parle de choses incroyables, c'est qu'on va être capable de mettre en place des choses de ce type-là. Et donc, c'est vrai que ça va rebattre un peu les cartes sur la répartition des tâches au sein du cabinet. On sait qu'il y a des choses qui auraient été naturellement robotisées par les outils actuels ou par la future facture électronique, mais on va se rendre compte qu'avec des robots interactifs, on va encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, hein. Et ça sera des choses qui seront déroulées les 26 et 27 juin avec des exemples à l'appui. Donc il y aura un petit nombre de places, puisque en tout, je prévois d'avoir 25 cabinets présents, hein, ces 2 journées des 26 et 27 juin. Il y en a une partie qui sont déjà prises, même largement prises. Il va rester peut-être 5 ou 10 places disponibles pour de nouveaux membres au sein du club cette année. Et c'est vrai qu'en plus, on va faire venir des gens qui sont assez exceptionnels, qui ont créé des robotisations, qui ont des idées complètement originales. Enfin, on va essayer de faire de ces 2 journées du Club RCA à Paris vraiment des journées mémorables. Voilà. Alors, je voulais commencer par le point 1, à savoir un petit peu ce que les MIT avaient imaginé comme choses qui sont désormais possibles dans les différents secteurs d'activité, notamment dans les boîtes d'une certaine importance. Bon, tout l'aspect prévisionnel, l'aspect scénario, etc., bien sûr, on se dit que avec de la data, ChatGPT ou d'autres LLM sont capables de faire des choses assez étonnantes déjà. On sait qu'elles sont capables d'automatiser, de faire de la personnalisation du service client, hein. Sur ce sujet-là, on voit déjà qu'il y a des plateformes qui proposent des outils pour mettre en place des robots. Alors des outils costauds, sérieux, parce que des outils, ça fait 1 an et demi qu'il en existe. Sauf que, bon, ils n'étaient pas très fiables, ils n'étaient pas très satisfaisants dans les résultats. Et bon, c'était pas encore merveilleux. Là, aujourd'hui, ces outils-là sont capables d'être interactifs, soit textuellement parlant. Alors ça, ce sont des robots qu'on connaît déjà depuis longtemps, hein. Vous posez une question, l'IA vous répond, ou vous repose une autre question, et vous enchaînez une sorte de discussion. Maintenant, ces outils-là sont capables d'être interactifs en parole. Ils sont capables d'être, et même, je dirais, ils pourraient même générer un avatar à l'écran, hein, qui serait capable de mener une conversation avec vous, bon, en simulant complètement un être humain, donc avec l'apparence et la parole. Ils sont capables, bien évidemment, de stocker l'information qui leur a été, les questions, par exemple, qui leur ont été posées, les réponses qu'ils ont suggérées, de s'améliorer en fonction de la satisfaction ou pas du client qui peut être demandé à la fin de l'interaction avec le chatbot. Et donc, tous ces systèmes deviennent de plus en plus apprenants, créent de plus en plus de data, exploitent de plus en plus de data. Et c'est vrai qu'il y a un autre point qui était dans ce schéma-là qui est intéressant, c'est l'analyse de volumes massifs de données non structurées. Alors ça, c'est vraiment une dimension qui est assez nouvelle avec l'IA et qui est très intéressante, c'est que jusqu'à présent, quand on voulait analyser les données, bah, c'était des bases de données qui étaient justement très structurées, hein, avec des champs, dans les champs, un certain nombre de data, etc. Et on allait taper dans ces champs, on croisait les choses dans tous les sens, on faisait de l'analyse statistique, on faisait tout un tas de choses, mais c'était très structuré. Aujourd'hui, quand on voit qu'on peut mêler
des bases de données, on peut mêler du son, on peut interpréter une image, on peut, enfin, c'est le multimodal, hein, on en a parlé déjà tout au long de ces webinaires. On s'aperçoit que des données déjà qui viennent de plein de sources différentes, sous différentes formes, texte, son, images, vidéos, d'autres si j'en oublie, tout ça, demain et même aujourd'hui, c'est interprétable par une IA et donc par un robot qui va avoir des objectifs vis-à-vis de cette IA. Et donc, ça permet d'exécuter des tas de choses et des choses vraiment incroyables. Ensuite, bon, tout ce qui est automatisation, donc création de texte, de tableaux, de graphiques, etc., vous l'avez vu, vous l'avez déjà sûrement testé, j'imagine, hein, si vous avez ne serait-ce qu'un abonnement gratuit ou payant de ChatGPT, par exemple, on peut créer facilement des textes marketing ou des annonces d'emploi ou des choses comme ça. On peut créer des graphiques, on peut travailler dans des tableaux Excel ou des Google Sheets, on peut produire des rapports. Hein, nous, dans Pilot Guard, on fabrique des commentaires automatisés à partir du tableau de bord Power BI qui lui-même a été automatisé à partir d'un FAQ. Et la vidéo qui est au bout de la chaîne, elle est capable d'interpréter tout ce qu'il y a avant pour fabriquer cette vidéo avec l'avatar, par exemple, de l'expert comptable. Ça donc commence timidement, on commence à voir quelques experts comptables, bêta-testeurs qui commencent à jouer avec ça. Et bientôt, d'ailleurs, on va même encapsuler la vidéo de l'expert comptable dans le rapport. Ce qui fait qu'on n'aura plus que 2 livrables en réalité au lieu de 3 aujourd'hui dans Pilot Guard. On aura le rapport d'analyse avec les commentaires et encapsuler le portrait de l'expert comptable en train d'expliquer ce qu'il y a dans le rapport. Donc ce sera vraiment très étonnant aussi pour les clients et très intéressant pour vous, hein, qui voulez peut-être un peu moins vous mettre en scène et laisser un peu, je dirais, la primeur à l'exposé de vos arguments, de vos commentaires, etc., et pas trop vous mettre en grand écran face aux clients. On sent que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt à faire ça, ou en tout cas, la plupart d'entre vous ne sont pas encore fans de tout ça. Donc ça, c'est intéressant, hein, ces données non structurées qu'on peut mettre en exploitation de façon vraiment très très puissante. Alors c'est vrai qu'après, il y a des tas de choses. Là, le graphique parle aussi d'automatisation de contrats, de bons de commande, de factures, etc. De contrats, ce sont des choses qui sont rentrées très fort déjà dans le monde juridique, hein. J'en parlais avec un avocat, l'un de mes amis, il y a quelques jours ici. Il me disait, oui, c'est rentré très fort. Bon, mais ça reste encore du supervisé, c'est-à-dire que le robot fait un peu le travail préparatoire et il y a quand même un être humain qui est par-dessus, hein, pour mettre en forme, pour rajouter une couche de connaissance du client, pour rajouter de la compétence, de l'expérience, de la créativité. Encore heureux, pour l'instant, les robots préparent le boulot, font les tâches peut-être à plus faible valeur ajoutée pour l'instant, et permettent à l'être humain de se libérer de ces tâches-là pour aller vers la valeur ajoutée. Bon, donc tout ce qui est dans ce graphique, finalement, hein, aussi interprétation des préférences, des comportements, etc., des utilisateurs, des clients, tout ce qui est gestion aussi, on a parlé de chatbot, de tickets d'assistance, par exemple dans un logiciel. Ça peut être intéressant d'avoir une IA qui est capable de répondre aux clients et même d'être très interactive et même avec la voix. D'ailleurs, sur un smartphone aujourd'hui, vous pouvez très facilement avoir ChatGPT, hein, avec du vocal, ou le vocal, vous l'avez aussi sur votre PC ou votre Mac. Vous pouvez très bien effectivement avoir aussi une interaction par la voix et plus par le texte ou la saisie de texte, ce qui fait que dans des environnements où vous êtes, je sais pas, en voiture ou à l'extérieur, c'est quand même plus facile de parler avec le smartphone que de taper quelque chose avec un tout petit écran et ses petits pouces agiles. Bon, c'est un peu moins sympa. Bon, puis après, il y a plein de choses qui ont trait à la sécurité, qui ont trait à la santé, qui ont trait à la publicité, qui ont trait à la com en général. C'est d'une richesse absolument énorme. Et je voulais vous montrer aussi ce. Alors, ça, ce sont des exemples, je vous les ai mis, vous les verrez dans le diaporama que je vous enverrai ce week-end avec la vidéo. Là, ils ont illustré avec éventuellement quelques noms de grandes boîtes ce que ces boîtes faisaient au niveau de l'IA. Et c'est vrai qu'ils disent ce sont vraiment des applications
complètement opérationnel, hein, avec une intégration, comme ils le disent, convaincante de l'IA générative. Et donc, sur la partie finance, par exemple, hein, qui vous concerne plus, détection de tentatives de fraude, d'escroquerie, etc., de prise de contrôle de compte client, bon, ça ce serait peut-être plus pour les banques, mais détection de fraude pour un commissaire aux comptes ou des détections d'erreurs dans un FEC provisoire, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est vraiment très intéressant et ça vous concerne de près. Alors, autre chose qui est très intéressant à voir, c'est que je parlais tout à l'heure de cette plasticité numérique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle crée automatiquement et duplique automatiquement des tas de branches qui parlent de planification, qui parlent d'optimisation, qui parlent de traitement automatique et notamment des langues, par exemple, de robotique, de vision par ordinateur. Ça s'est énormément développé et c'est très, très intéressant dans l'application. Je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la vidéo va exploser en 2024. Hein, on attend toujours l'outil Sora de ChatGPT, mais il y en a d'autres qui sont déjà en sortie ou annoncés et qui vont être, je crois que c'est Microsoft qui a fait quelque chose récemment. Et donc, ça va être vraiment extrêmement intéressant de voir sortir tout ça d'ici peu. À mon avis, d'ici le printemps, ça va être un peu le feu d'artifice. Et on va voir des choses vraiment qui vont sortir dans toutes les branches de l'IA avec des sous-branches. Et je pense que progressivement, les éditeurs ou qui font du LLM ou des éditeurs qui se pluguent par-dessus des LLM pour vous donner des services, des livrables divers et variés, vont avoir intérêt à se mettre derrière des IA très spécifiques et de plus en plus spécifiques. Et donc, ça va être un monde nouveau qui va se créer totalement et qui va rendre des services partout dans notre vie courante et aussi évidemment dans nos entreprises. Alors, dans les nouveautés de ChatGPT 4.5 et bientôt 5, on a déjà dans la version 4.5, alors il y a eu plusieurs choses déjà. Il y a eu tout ce qui est vocal qui est arrivé dernièrement, et il y a eu surtout la création d'une mémoire, on va dire une mémoire interne à ChatGPT, une mémoire qui vous est dédiée, dans laquelle vous allez pouvoir, alors pour l'instant, je crois qu'il faut avoir un VPN pour pouvoir capter ChatGPT en ne montrant pas que vous êtes français, parce que souvent la France n'est pas au premier degré des prioritaires pour les livraisons des fonctionnalités d'OpenAI jusqu'à présent. Et donc, si vous avez un VPN, vous verrez dans les settings, donc dans les paramètres, quand vous cliquez en bas à gauche de l'écran dans ChatGPT, vous avez votre nom. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre un grand menu et dans les settings, donc dans les paramétrages, vous avez un menu de personnalisation qui vous permet d'activer un petit curseur on-off avec de la mémoire. L'avantage de cette mémoire, c'est que quand vous allez mettre des prompts en œuvre dans vos travaux, vous allez pouvoir faire stocker par ChatGPT et par votre version de ChatGPT une base de données qui va se nourrir de tout ce que vous lui demandez au fil du temps et donc qui sera capable de garder justement cette mémoire de vos demandes, hein, de vos échanges, d'un certain nombre d'interactions que vous aurez eues et de s'en resservir systématiquement. Alors, justement, juste au-dessus de Memory, on avait déjà Custom Instructions, si vous vous souvenez bien, et si vous en servez, c'est les Custom Instructions, c'était quelque chose qui disait, voilà, je suis expert comptable, je suis basé à Paris, à Bordeaux, à Marseille, où vous voulez, à Strasbourg ou à Lille. J'ai un cabinet de tenue qui fait de la révision et un peu de conseil. J'ai des clients qui sont comme ça. Donc, vous définissiez un petit peu le portrait robot du cabinet avec peut-être un peu de stratégie derrière laquelle vous voulez avancer. Voilà. Et c'était tout. Mais là, la mémoire, elle va rajouter le fait qu'à chaque fois que vous aurez une interaction avec l'outil, l'outil va conserver cette mémoire, alors, évidemment si vous la demandez, si vous l'activez, et va vous permettre, lors de vos discussions ultérieures, de se resservir du contenu de tout ce qui a été déjà demandé, de façon à garder une mémoire de vos relations, et donc d'enrichir ces réponses, d'avoir des réponses plus précises, de vous éviter des prompts à rallonge systématiquement,
Et donc, ça va être quand même très intéressant d'avoir des choses comme ça pour demain échanger avec votre version. Alors, c'est la version payante, hein, c'est la première version payante, la 4.5. Il faudra l'avoir quand même pour bénéficier de cette fonctionnalité. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder une petite vidéo de Mélissa, hein, qui est déjà intervenue qui fait partie de l'équipe Xperia, qui est déjà intervenue dans plusieurs de nos webinaires. Et Mélissa, elle a fait une petite vidéo sur LinkedIn dont le lien est celui-ci. Ça peut vous permettre de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et comment y aller, etc. Voilà, je vous conseille de cliquer sur ce lien ou de le copier-coller et puis d'aller regarder un peu la vidéo et de voir ce que vous pourriez obtenir grâce à ça. Alors, on va parler un petit peu de GPT-5 qui va, donc le moteur, hein, GPT-5, bon, chat GPT, c'est le bot qui s'alimente avec la techno de GPT-5. GPT-5, c'est le moteur. Voilà. Donc ça, on l'attend très très prochainement, hein, peut-être en mai ou peut-être en juin. On peut penser que peut-être ils vont sortir des choses assez tôt, dans quelques semaines à peine, hein, puisque je pense comme ils se font la guerre avec les gros, les autres gros, à mon avis, ça va être. Et bonjour Olivier, ça va être, à mon avis, dans les jours ou à peine les semaines qui viennent, mais pas dans les mois qui viennent, je pense. Voilà. Alors, c'est vrai que ChatGPT 5 va être beaucoup plus efficace pour analyser justement de longues séquences d'informations. Donc, il va être capable de travailler à la fois sur des datas plus lourdes, mais aussi sur des demandes plus complexes ou éventuellement des itérations plus longues, etc. Euh, sur la dispo, on va passer puisque je vous en ai parlé. Il devrait être plus polyvalent aussi, hein. On va être beaucoup plus sur le multimodal et je pense que Sora fera peut-être partie de GPT-5 quelque part d'ailleurs, parce qu'on nous a annoncé, on nous a annoncé, oui, je reviens en arrière un instant, Olivier, si vous voulez. Voilà. Mais vous l'aurez, Olivier, le diaporama. Donc, hein, je vous enverrai ça, vous en bénéficierez et vous pourrez y aller tranquillement. Voilà. Donc, multimodal, beaucoup de multimodal, hein, ça veut dire que vous allez pouvoir mêler images, sons, texte, toutes les voies possibles d'introduction et de traitement de la data. Vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut et ça va vous permettre pas mal de choses. Donc, capacité multimodale étendue, hein, on parle aussi de code informatique, de la parole, des images, de tout. Et je pense que cet aspect très multimédia va permettre aussi de faire des choses complètement folles, hein, puisque quand je vous parlais de Sora, hein, Sora, c'est un outil qui permet à partir d'un simple prompt de créer un film d'une minute, un film entier d'une minute, mais encore une fois, ce n'est que le début. Hein. Si demain vous dites, voilà, ChatGPT, fabrique-moi une histoire euh, qui va durer 15 minutes en vidéo et qui va parler de l'évolution des experts comptables dans les 10 années qui viennent, et travaille sur l'aspect IA au service du cabinet expertise comptable et dis-moi un peu comment l'IA va faire une révolution complète et va également faire bouger mon management des RH, va faire bouger mon organisation, va faire bouger ma stratégie, mon marketing et tout ça. Il va être capable de vous sortir un film d'un quart d'heure sur lequel il va broder avec des informations dont il dispose ou des informations que vous allez lui donner et il va vous fabriquer un film. Bon, c'est complètement fou, hein, on se demande comment ça peut exister, mais vous allez voir qu'il y a des moments, on ne sait pas pourquoi ni comment ça existe, mais ça va exister. Voilà. Alors, une chose qui sera intéressante aussi, surtout pour vous, experts comptables, qui n'aimez pas trop les trucs un peu fantaisistes, un peu délire, hein, les hallucinations, comme on dit, vont être réduites. Donc, il y aura beaucoup plus de fiabilité, de précision dans ce que vous restitue ChatGPT. Donc, ça, c'est pas mal, surtout si vous devez le faire travailler sur des données chiffrées, des choses comme ça. Vous préférez quand même qu'ils vous disent des choses justes que des choses fausses.
Je peux vous en parler parce que quand on a fait Pilot Guard, évidemment, et qu'on a créé des commentaires, il est clair qu'au début, et bon, on a quand même fait progresser beaucoup les choses, mais c'est pas encore toujours parfait, hein. Il y a encore des petites choses qu'on n'aime pas trop ou voilà, qui nous surprennent un peu. Mais on a réussi à canaliser quand même les commentaires automatisés de ChatGPT. Je pense qu'avec une version 5, il y aura beaucoup plus de fiabilité et de rapidité aussi d'exécution. Et je pense qu'il y aura un abaissement des coûts. Je crois que c'était cité quelque part dans les textes que je vous ai copiés dans ces diapos. Je vous ai mis d'ailleurs le lien, hein, sur la première diapo, si vous voulez aller relire le texte intégral de cet article qui est assez intéressant sur ChatGPT 5. Donc ça, les hallucinations, il y en aura moins, tant mieux. Il y aura également une compréhension du contexte qui sera beaucoup plus intéressante, et je pense que quelque part, peut-être en liaison avec la mémoire que vous aurez dans l'outil, ou en liaison avec des sources de données beaucoup plus variées. Hein, sachez que nous déjà dans Pilot Guard, pour prendre cet exemple-là à nouveau, on prend de la data dans un FEC ou plusieurs FEC, mais demain, d'ailleurs, d'autres outils le font déjà, on peut aller capter de la data dans une DSN, on peut aller capter de la data dans du juridique ou dans d'autres outils métiers du cabinet, mais on peut aller capter de la data dans des bases de données externes, publiques ou privées, dans un CRM, qui n'est pas forcément un outil métier, mais un outil marketing commercial. Bon, donc là, c'est illimité. Et plus vous avez de data, plus le contexte sera précis, et plus, je dirais, même l'IA va être capable de dépasser l'être humain à un moment donné, parce que si je reviens à mon idée de robot interactif, ce robot-là, il va être nourri, hein, je vous l'avais décrit, avec plein de données sur, je sais pas, l'état du dossier client, qui est l'expert comptable sur le client, qui est son réviseur, qui est son assistant de tenue, voilà, comment est le client en général, est-ce qu'il est organisé ou bordélique, est-ce que si, est-ce que là, etc. Bon, toutes ces datas-là, elles peuvent être soit dans la base de données du cabinet, soit dans un CRM, soit dans un autre outil. Et chaque fois que vous aurez une source de données supplémentaire avec de la data qui concernera le client, plus vous en aurez, plus vous serez précis. Quelque part, c'est un peu l'objectif de Microsoft avec Copilot, hein, de vous mettre de la data qui va venir de Word, d'Excel, de PowerPoint, d'Outlook, etc. Parce qu'ils savent que plus il y aura de data variées qui vont traduire des échanges ou des travaux ou différentes choses que vous avez pu avoir avec des clients via des collaborateurs, etc., etc., plus ces informations-là, toutes mixées ensemble, permettront de pouvoir avoir un échange interactif de haute qualité avec un client, par exemple. Voilà. Et donc, tout ça, c'est en train de monter en puissance. Ensuite, dans cet article-là, il parle aussi de personnalisation beaucoup plus marquée. Donc là aussi, on pourra avoir je dirais une personnalisation des relations. L'outil va être capable de recommandations, va être capable de prédictions, va être capable de choses quand même très très avancées. Et je pense qu'à un moment donné, là où aujourd'hui c'est vraiment de la science-fiction d'imaginer cette notion de robot collaboratif, demain, ça sera presque une normalité, quoi. Le multilingue va se développer aussi, hein, c'est déjà quand même bien le cas, hein, puisque on peut capter, moi je le fais très couramment, hein, je lis beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent d'IA et beaucoup sont anglophones. Bon, c'est vrai que même parlant anglais, des fois c'est un peu complexe. L'américain n'est pas toujours facile à comprendre. Il y a des gens qui parlent très vite avec beaucoup d'accent et tout ça. Bon, le fait de pouvoir faire une transcription en un clic, coller ça dans ChatGPT en demandant et la traduction et la synthèse, en 2-3 minutes, vous avez évité 1 heure et demie de lecture un peu pénible ou un peu laborieuse de la vidéo en anglais. Et en plus, vous avez tout de suite la synthèse, vous avez gagné beaucoup de temps et ça peut être intéressant. C'est vrai que si demain, vous avez des activités extra-nationales vers je sais pas, des pays limitrophes ou même des pays au bout du monde parce que vous avez une spécialité qui peut intéresser des gens de très loin, pourquoi pas faire traduire le site web du cabinet, faire traduire
les documents internes du cabinet, faire traduire des offres de services, etc., etc., des vidéos. Là aussi, la porte est totalement ouverte à une amélioration, un agrandissement du périmètre d'activité du cabinet grâce à cette prise en charge multilingue. Voilà. Bon, architecture, là, on est un peu dans la technique, donc je vais passer là-dessus. Les avantages, c'est du modèle GPT-5, ça va être surtout que en termes d'automatisation, je pense que ça va être encore beaucoup plus puissant. Et comme je le disais tout à l'heure, probablement réduction des coûts, hein, avec une accélération en plus des flux et des traitements, des travaux par l'IA. Et donc ça va permettre, par exemple, là aussi, sur le côté interactif, nous, on est en train de travailler avec un outil qui permet de fabriquer ce genre de robot interactif. Ce qui nous intéresse dans la relation, je dirais, parler entre le robot et le client, par exemple, c'est qu'il n'y ait pas des temps de latence entre ce que dit le client et ce que répond le robot. Hein, si ça met une seconde et demie, 2 secondes, ça peut sembler interminable dans la discussion. Il faut que ça soit presque instantané ou instantané. Et avec des IA qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus performantes partout, qui vont mieux comprendre également tout ce qu'on leur a donné comme data pour les nourrir, on est sûr que ça va devenir très très fluide. Et encore une fois, on peut penser que le robot, s'il a pu se nourrir de toute la data qui concerne le client, en fonction de ses droits, hein, bien sûr, pour pouvoir répondre au client, il va être sûrement même plus pertinent que peut-être un être humain à un moment donné. Voilà. Donc, c'est à considérer et ça peut être très intéressant. Et nous, c'est ce qu'on vise demain. Par exemple, pour gérer des appros clients, on sait que les collabs n'aiment plus téléphoner, surtout les jeunes générations, et qu'on peut peut-être accélérer la récupération des datas et des documents des clients pour la révision des comptes, les projets de bilan et tout ça. Donc, améliorer globalement la plate fiscale. Voilà. Bon, améliorer l'expérience client ou prospect ou candidat collaborateur, enfin tous les gens avec qui vous aurez des interactions, évidemment, on peut penser qu'un robot, ben, il peut répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein, déjà, ça peut rendre service quand les gens font des démarches auprès de vous, y compris le soir, le week-end, etc. Le robot, il est censé être disponible à tout moment. Alors, il peut tomber en panne, hein, c'est comme tout, la techno, ça peut aussi tomber en panne des fois, mais il y a des chances qu'il soit plus disponible qu'un être humain. Et donc là aussi, on pourra le placer sur des postes ou des tâches, des tâches qui permettent de compenser le fait qu'à partir de 17 heures le soir, ben, il n'y a plus grand monde au cabinet, donc ben, le robot, lui, il sera là tout le temps, quoi. Voilà, la partie aide à la décision, ça me semble être une évidence, donc on va pas y rester très longtemps. Voilà. Et puis, génération de contenu optimisé. Alors ça, c'est intéressant, notamment pour ceux qui font du marketing, par exemple. Si vous devez écrire des posts, des articles de blog, des tweets, plein de choses pour même d'autres réseaux sociaux, Insta, TikTok et encore d'autres, vous serez très content si le robot est capable de fabriquer ça très facilement sur vos instructions. C'est déjà quand même pas mal le cas. On arrive à faire beaucoup de choses déjà aujourd'hui de façon totalement automatique. Parfois, il faut un peu repasser sur les textes qui sont produits parce que ils sont un peu tristouilles, un peu roboratifs, bon, c'est pas merveilleux en termes de qualité, donc il faut rajouter sa patte, il faut personnaliser, il faut rajouter des couches, mais en tout cas, on gagne du temps, hein, on gagne des heures et des heures, et ça, c'est également intéressant. C'est pareil demain si vous voulez rédiger un rapport, un compte-rendu. Hein, je vous ai présenté à plusieurs reprises les outils qui permettent, après une visioconférence, de faire un résumé, une transcription, des tâches à suivre, éventuellement qui peut être connecté à un système de planification derrière dans un workflow automatisé. Tout ça, c'est en train d'arriver aussi et ça va se mettre en place, on va dire, dans les semaines et les mois qui viennent. Et plus ça va aller, plus les cabinets, entre autres, pourront bénéficier de ces capacités-là pour prendre effectivement un avantage compétitif très intéressant. Voilà. Alors, c'est vrai que je relis ça et je vous remontre 2 slides que j'avais montrés la dernière fois. Le gros problème, c'est que donc 1 an et demi est passé, que la plupart des experts comptables, hein, on pense que c'est au moins 80%, et c'est pareil, je vous l'avais dit, pour les entreprises elles-mêmes, sont pas vraiment, ont pas démarré encore. Donc, en sortant de la période fiscale, ça fera presque 2 ans, hein, puisque ChatGPT est arrivé en octobre-novembre 2022.
on va y être vite, hein. Après l'été, c'est la rentrée, ça fera 2 ans pratiquement. Et donc 2 ans, je l'ai dit, répété et re-répété, 2 ans à la vitesse où l'IA évolue, c'est beaucoup de temps et beaucoup de pertes d'infos, de pertes de compréhension de l'histoire. Et là, bon, il est toujours temps de se remettre dans le coup, mais faut pas trop traîner, quoi. Donc j'avais expliqué pourquoi les experts comptables s'étaient pas trop mis dans le truc pour l'instant, hein, et un peu comment il fallait reprendre le train au plus vite pour se remettre dans le coup et avancer avec quelque chose d'efficace. Alors, c'est cette mesure, je vais les reprendre un petit peu différemment en vous proposant une petite démarche avec quelques exemples pour vous montrer un peu comment on pourrait demain, et je vous l'ai dit le plus vite possible, hein, moi je vous conseille vraiment de cogiter au mois de juin pour prendre une décision et quasiment démarrer au mois de juillet. Si vous attendez l'après période estivale et voire même l'après congrès, vous n'aurez plus le temps de faire grand-chose. Et là, c'est ce que font trop de cabinets en même temps. Et en plus, comme ils s'y prennent tous en même temps, bah, les éditeurs ou les consultants, etc., qui les accompagnent, n'ont pas d'agenda extensible. Et donc, forcément, les résultats sont très limités dans les cabinets. Or, je pense que là, aujourd'hui, il y a un an, c'était beaucoup moins le cas, parce qu'il y a un an, il y avait très peu d'outils très opérationnels encore. On était vraiment dans les balbutiements, etc. Là, ça y est, je pense que l'IA, en termes opérationnels, en termes de cas d'usage, hein, comme l'a conclu le MIT, est vraiment devenue performante dans l'opérationnel. Alors, elle le sera de plus en plus, hein, mais déjà aujourd'hui, il y a un niveau qui est pro, hein, c'est plus du bricolage ou de l'amateurisme, ça devient pro. On a des vrais outils pro aujourd'hui et on peut vraiment se lancer dans le truc en sachant que ça va fonctionner et qu'on va obtenir des résultats. Alors pour moi, les différentes choses importantes sont notées dans ces slides-là et on va un petit peu les détailler. Donc, ce que j'ai appelé les huit actions essentielles pour que chaque adoptant, on va dire, un peu avancé, hein, puisse évangéliser les autres, hein, pour faire démarrer l'IA au sein du cabinet, sachant que notre objectif, c'est déjà de savoir quoi promouvoir, qu'est-ce que je mets en avant. Déjà, il faut comprendre tout ce que ça fait, hein. C'est pour ça que depuis plusieurs mois, depuis novembre 2023, donc ça fait quand même 5 mois, 6 mois bientôt, je fais ces webinaires pratiquement toutes les semaines. C'est que j'essaye de vous amener la compréhension de tout ce qu'on peut imaginer pouvoir faire demain. Et évidemment, pour arriver à promouvoir l'IA, il faut aussi comprendre en quoi c'est utile au jour le jour pour tout le monde. Et donc, évidemment, quand on sait ce qu'on peut promouvoir comme outil, comme méthode, etc., on peut mieux comprendre et mieux convaincre les autres. Et les étapes sont les suivantes. Donc, identifier les problèmes et besoins réels des utilisateurs. Évidemment, si on ne part pas de la vie des gens pour leur proposer la vie un peu d'après, c'est un peu compliqué. On risque d'être abstrait très vite et donc de les perdre extrêmement rapidement. Pour ma paroisse, j'ai animé quelques séminaires pour le compte d'associés dans des plutôt grands cabinets. Et c'est vrai que très vite, j'ai mis un peu en exergue des cas d'usage un peu surprenants au tout début de la journée en disant, ah, je vous montre deux, trois trucs magiques là. On va en reparler plus tard. Je vais vous expliquer comment on a pu faire ça. Mais je déroule un petit peu mon sujet et voilà. Et j'ai créé ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est une sorte de teaser pour que les gens se disent, bon, ça a l'air super ce truc-là. Je vais rester attentif pour comprendre ce qu'on va m'expliquer l'après-midi. Et ça, c'est intéressant de l'utiliser pour que la communication soit efficace et que les gens soient en attente et se disent, c'est quoi ce tour de magie là qu'on vient de me faire, comment ça marche et tout ça. Voilà. Ensuite, le point 2, c'est collecter des données, hein, sur les bénéfices de l'intelligence artificielle, hein, au sein du cabinet pour solutionner les problèmes, les besoins, etc. de ses utilisateurs. Voilà, il faut être à même de pouvoir proposer des exemples
de ce qu'on pourrait faire demain avec, avec l'aide de l'IA pour gagner du temps, pour gagner de la qualité, pour faire des choses qu'on ne pouvait même pas faire du tout, etc., etc. Ensuite, évidemment, il y aura des détracteurs, il y aura des gens qui auront des doutes, des peurs. Est-ce que mon poste ne va pas être supprimé? Est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que, bon, bref, forcément, quand on ne connaît pas, on a peur. C'est la nature humaine. Donc, contrer les objections, je dirais, communes avec des arguments solides. Alors, les contrer ou faire du judo, hein, faut être un peu diplomate et c'est peut-être pas le mot contrer qui est le bon, mais en tout cas, accepter que les gens aient ces peurs ou ces doutes et jouer de ça pour les amener vers ce qu'on veut leur faire passer comme information. Ensuite, évidemment, le point 4, organiser des démonstrations, ça c'est essentiel. Hein, c'est qu'il ne faut pas que ça reste abstrait. Il faut que les gens se disent, ah oui, ça existe vraiment déjà, on peut le faire. Par exemple, je sais que j'ai à plusieurs reprises dans les différents séminaires, j'ai montré comment, avec quelques factures, quelques images de factures, en les présentant à l'IA et avec l'aide soit d'un prompt en ChatGPT, soit d'un morceau de code développé en Python, comment on pouvait fabriquer automatiquement des écritures comptables sérieuses, voilà, avec les comptes qui vont bien. Notamment, c'était des factures d'achat ou des notes de frais, je crois. Bon, ben, on avait fabriqué, sans logiciel de compta, on avait fabriqué des écritures comptables. Voilà. Et donc, c'était disponible, on pouvait les envoyer dans un fichier Excel et éventuellement ce fichier Excel ou un fichier CSV pouvait être remonté automatiquement dans une compta. Donc là aussi, on sort un peu des usages évidemment habituels dans les cabinets et on se dit que bah là, si on peut montrer qu'on fait des choses comme ça à l'extérieur d'un logiciel de compta, c'est quand même assez impressionnant pour des gens qui font de la compta depuis des années, quoi. Parce que là, ils se disent, sans logiciel, la compta, oui, je peux passer les trucs à la main, quoi. Je peux les écrire sur une feuille de papier, mais c'est pas numérisé. Ben là, non seulement c'est numérisé, mais c'est fabriqué en dehors d'un logiciel de compta. Ensuite, il faut être capable, une fois on a montré des choses, de voir les réactions des gens. Hein. Est-ce que ce sont des réactions positives ou négatives, ou encore une fois de doute, etc. Et donc, il faut adapter un peu la stratégie, votre façon de rebondir là-dessus, voilà, de donner des réponses, etc. Ça, c'est important. Hein. Il ne faut pas que ce soit un discours qui vienne du haut vers le bas et voilà, qui assène une vérité ou des choses comme ça. Vous allez être obligé de faire participer les gens. Même si vous êtes convaincu que le truc est bien, vous ne pouvez pas l'imposer comme ça sans que les gens se l'infusent, l'acceptent, etc. Il va falloir qu'ils fassent un peu le deuil de l'ancien monde. Donc, vous savez, avant la phase de deuil, il y a toujours le déni, et puis il y a la colère, et puis il y a la résignation des fois, et puis on change contraint et forcé. Il vaut mieux qu'on change motivé et enthousiaste que contraint et forcé. Voilà, donc derrière tout ça, il faut savoir communiquer avec les collaborateurs, avec les cadres, avec les clients, avec les candidats collaborateurs, avec même l'écosystème du cabinet, pour lui prouver et lui montrer qu'on a envie de lancer les choses comme ça et d'avancer, voilà, pour recueillir évidemment les bénéfices à plus ou moins court ou moyen ou long terme de l'IA, hein, et progressivement insérer tout ça dans les démarches, dans la pratique du cabinet au jour le jour et faire monter en puissance l'IA dans le cabinet. Donc si on prend des exemples ici, là je voulais prendre quelques exemples un peu plus concrets maintenant. Voilà. Bon, identifier les problèmes et les besoins réels des utilisateurs. Alors, je vous l'ai dit, à mon avis, dire aux gens, bah, écoutez, voilà, j'avais détecté que moi, dirigeant du cabinet, et j'ai décidé que, et voilà, ça sera comme ça. Bon, ça va être compliqué à faire passer en force comme ça. Donc, il vaut mieux partir encore une fois des problèmes des gens. Là, par exemple, vous sortez de la période fiscale, vous organisez, par exemple, une réunion. Voilà. Et vous dites au collègue, bon, bah, écoutez, les enfants, ça a été un peu compliqué encore cette année. Et puis, il manquait un réviseur. Et puis, on a eu un problème avec telle personne. Et puis, etc. Et donc, bon, on va se le redire, même si on le sait plus ou moins quand même déjà, mais
qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes aujourd'hui? Hein, donc, on fait des groupes de travail peut-être un peu spécifiques par métier, par niveau, etc. Et on essaye de dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux l'année prochaine et pour éviter de revivre l'année horrible qu'on vient d'avoir cette année? Et donc, on implique les gens dans le parcours et on va essayer de répondre après avec des solutions à base d'IA. Là, j'ai cité par exemple les appros clients. Bah, sur les appros clients, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Alors aujourd'hui, je les ai déjà cités hein, à plusieurs reprises. Dans les cabinets, on a des outils comme Syndemos, comme Secha ou peut-être encore d'autres qui sont spécialisés pour créer un canal de gestion d'appro et récupérer la data plus ou moins automatiquement avec des allers-retours, etc. Mais là aussi, je reviens avec mon idée de robot collaborateur interactif qui va téléphoner au client, mener une conversation, lui réclamer un certain nombre de pièces, lui dire, OK, ça, vous engagez, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit, vous m'envoyez ça je dis n'importe quoi, le 7 mai. OK, 7 mai, donc 7 mai, j'attends vos pièces. Par contre, si j'ai pas vos pièces le 7 mai, le 8 mai, je vous rappelle. Voilà. C'est très concret, ça. Hein. Ça peut être une solution aussi d'appui. Et puis après, évidemment, il y a tout un tas de mesures qu'on peut prendre au fil du temps pour faire des contrôles sur des faits provisoires. Ça aussi, on peut lancer de l'IA là-dessus, ou des logiciels du marché, mais l'IA est capable d'interpréter des choses sur de la data éventuellement structurée ou un peu moins structurée et de remonter un certain nombre de choses plus ou moins anormales. Et donc de dire, là, à mon avis, il y a un problème où l'écriture elle est passée à l'envers, où il y a un truc qui manque, ou je ne sais pas. Bref, vous allez être capable de donner les instructions à l'IA pour qu'elle soit capable de découvrir des choses qui ne sont pas forcément conformes. Donc faire bosser les utilisateurs de base pour créer eux-mêmes leurs propres solutions et après dire, OK, donc ça, à pro client, en face, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac. Ça peut être que des méthodes ou des pratiques, mais ça peut être encore une fois des outils ou alors des méthodes et pratiques, mais boostés à l'IA. Et là, euh, après, ben, vous pouvez tenter des expériences, vous pouvez créer un robot, vous pouvez acheter un outil qui existe sur le marché, vous pouvez amener les gens à le coder eux-mêmes, parce que déjà dans ChatGPT 4, il y a moyen de faire du codage informatique en n'étant pas informaticien. Pourquoi vous ne confiez pas ce genre de choses à un petit groupe de collaborateurs qui vont être tout fiers de sortir un truc dans quelques semaines, quoi. Pourquoi pas? Voilà, ça peut faire un dérivatif et les impliquer, ça devient leur bébé, et hop, c'est parti. Ou un stagiaire qui est en train de passer son mémoire sur un sujet comme ça, pourquoi ne pas lui confier aussi le truc? Bon, voilà. Ça, c'est le point 1, un exemple pour le point 1. Pour le point 2, hein, à un moment donné, ben, c'est bien, OK, on a imaginé les problèmes des gens. Maintenant, c'est bien de faire de la veille hein, sur le marché. La veille, alors en allant au congrès, certes, mais peut-être avant sur Internet, sur LinkedIn, sur Twitter, sur des réseaux professionnels, sur des sites web nationaux ou anglo-saxons, par exemple, qui sont plutôt plus avancés que chez nous. Et donc, d'essayer de voir s'il n'y a pas des expériences qui ont été déjà tentées avec des études un peu sérieuses et des indicateurs de performance, de gains, etc., qui ont été publiés et qui permettent de prouver que si on fait ça, alors on peut obtenir ça. Et donc, on va essayer de se servir de ça, de se nourrir de ça pour justifier le fait qu'on va faire un certain nombre de choix dans le cabinet. Donc, ça peut être des études de cas, hein, ça peut être l'implémentation d'outils, ça peut être toutes sortes de choses qui vont vous montrer que ben, la sortie, on a résolu telle ou telle tâche ou tel problème hein, d'une façon beaucoup plus efficace. Et donc, ça peut être intéressant aussi pour vous, de façon à avoir une solution qui peut exister sur le marché quelque part, que vous n'avez pas à redévelopper et parfois même des solutions gratuites. Il faut se dire qu'avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses très peu chères. Hein. Je sais que, puisque j'ai parlé du point 1, les appros clients, c'est souvent 50% du budget informatique d'un petit cabinet, hein, et peut-être 30% d'un gros.
Et donc, voilà, c'est pas neutre de trouver des solutions qu'on peut s'auto-fabriquer, s'auto-développer, à condition que ça ne mette pas des mois et des mois et que ça ne mobilise pas 10 personnes non plus, quoi. Ensuite, ben, il va falloir aussi se dire, tiens, il faudrait que je réfléchisse à comment je peux faire des réponses efficaces avec des bons arguments face à toutes les peurs, tous les arguments négatifs que je peux avoir vis-à-vis de l'IA, hein. La plupart du temps, quand on parle par exemple de gain de productivité, on peut être sûr que les gens s'imaginent gain de productivité égale licenciement, quoi, ou gain de productivité égale moins de bras humains et plus de robots. Alors, c'est pas forcément faux. Maintenant, les robots, bah, c'est comme un ordinateur, hein. Un ordinateur, c'est une sorte de robot qui existe depuis 30 ou 40 ans facilement. Et donc, à un moment donné, ben, oui, on a toujours eu des robots, hein, quelque part. Alors, ceux qui arrivent maintenant sont quand même plus puissants que tout ce qu'on a eu depuis les débuts. Mais voilà. Donc, de toute façon, vous serez amené vis-à-vis des gens de l'intérieur ou de l'extérieur, vous serez amené à devoir développer des arguments face à ces gens-là, et il faut que vous les prépariez au maximum. Alors, nous, on va essayer, hein, puisque sur la plateforme Experia, avec la méthode d'e-learning, IA, on a déjà mis beaucoup de matériel. On va en mettre beaucoup d'autres là d'ici l'été prochain. On va rénover beaucoup de choses aussi. On a éventuellement prévu de mettre en place un parcours d'e-learning piloté par de l'IA, ce qui permettra d'avoir aussi un pilotage personnalisé pour chaque collaborateur. Si vous envoyez vos collaborateurs sur la plateforme, ils pourront utiliser des quiz, des tests, différentes choses, et l'IA tiendra compte de ça pour leur reproposer la suite de l'e-learning. Et donc, là aussi, on va faire vivre le truc avec l'aide de l'IA pour être plus performant, plus pointu, plus personnalisé, éventuellement même collaborateur par collaborateur. Tout comme on va essayer d'être très personnalisé, client par client, dans cette gestion d'appro avec le robot interactif, par exemple. Voilà, donc là, bah, ça pourrait être l'explication de pourquoi on n'a pas souhaité, enfin, en tout cas, on ne fait pas rentrer l'IA pour virer des gens, mais on fait rentrer l'IA pour pousser les gens vers une plus forte valeur ajoutée qui elle-même est attendue pour les clients. Donc, à un moment donné, il faut expliquer qu'on a besoin de ces outils-là qui vont permettre justement d'arriver à faire des choses on n'arrivait pas à faire avant. Par exemple, là aussi, l'exemple de Pilot Guard, ben, quand on voit que les cabinets manquent totalement de temps là, en ce moment, hein, et a fortiori les experts comptables dans le moment où ils sont un peu goulot étranglement, ben, c'est sûr que pouvoir envoyer un tableau de bord, un rapport, une vidéo automatiquement en n'y passant pas de temps, et même les faits qui peuvent être amenés, alors ils ne sont pas encore amenés par des API aujourd'hui, mais ils sont amenés par un drag and drop dans le logiciel. À partir de là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Tout peut partir au client complètement automatiquement. Mais ça, c'est quand même une valeur ajoutée qui est délivrée au client et qui ne nécessite pas de temps. Voilà. Donc il y a une partie de robotisation et d'automatisation gain de temps, et il y a une partie offre de livrables, offre de valeur ajoutée, et donc on délivre un meilleur service au client final, voilà, encore une fois, sans y passer un temps fou, sans y mobiliser des ressources qu'on n'a pas. Et donc voilà, on compense une absence par une robotisation efficace, quoi. Alors, des démos pratiques, évidemment, ça semble essentiel de rendre les choses extrêmement concrètes, hein. On peut faire des dizaines, voire même des centaines de choses dans un cabinet, hein. Ça peut être la démo d'un logiciel, ça peut être, là, j'ai cité l'exemple d'un rapport bancaire automatique, ça peut être la détection d'erreurs, ça peut être de traiter une feuille Excel et de compléter une colonne automatiquement ou de faire un calcul automatiquement sans même savoir se servir d'une formule de calcul dans Excel. Enfin, on fait des trucs, peut faire de l'enrichissement dans une feuille Excel. Euh, on peut faire des dizaines de choses aussi là. Et plus on sera prêt dans ces démos, voilà, des besoins, des problèmes qu'on veut résoudre pour les utilisateurs, et plus vite on va forcément les intéresser pour qu'ils acceptent de rentrer dans l'outil. Ensuite, analyser les réactions, adapter les stratégies, bah, c'est une évidence, c'est qu'à un moment donné,
quand vous allez constater que les gens réagissent d'une façon ou d'une autre par rapport à tout ça, ben, c'est vrai qu'il faudra voir comment vous pouvez vous adapter à ça. Donc, ça peut passer par quoi? Ben, ça peut être un recueil, encore une fois, un peu. Tout à l'heure, on a parlé de groupe de travail. Ça pourrait être un petit sondage avec une récupération d'un petit questionnaire renvoyé automatiquement dans un formulaire et en base de données pour être analysé. Et vous voyez que, voilà, dans, je sais pas, dans l'ordre de l'intérêt de vos collaborateurs, ils ont dit le premier outil qui nous intéresse, c'est la gestion des appros. Le deuxième, c'est je sais pas quoi. Traiter des feuilles Excel, et le troisième, c'est planifier notre agenda, etc. Bon, je dis ça au hasard, évidemment, mais c'est intéressant de voir. C'est intéressant de recueillir aussi des réponses textuelles non formatées, hein, non pré-proposées, de façon à ce que les gens puissent s'exprimer. C'est intéressant peut-être aussi à l'occasion plus tard de vos entretiens avec les collaborateurs, de les faire parler sur tout ça, mais ça sera trop tard en saison, donc il faut commencer à en parler dès maintenant. Mais en tout cas, ayez un maximum d'interactions, encore une fois, avec les collabs et avec les clients, voire avec votre écosystème, de façon à capter de l'info en permanence. Et tous ces tests que vous allez faire, toutes ces démos, toutes ces discussions, etc., vont vous donner une expérience irremplaçable. Et ça ne s'achète pas. C'est-à-dire qu'un cabinet qui ne va pas bouger aujourd'hui encore pendant 6 mois ou pendant un an ou pendant 2 ans, si dans un an ou dans 6 mois ou dans 2 ans, il achète quelque chose, il n'aura pas tout votre vécu, tout votre parcours, tout le changement que vous aurez impulsé dans la tête de vos collaborateurs ou de vos clients pour comprendre les bienfaits, les bénéfices et tout ça, de tout ça. Et donc ça ne s'achète pas. Ça nécessite du temps humain dont on sait qu'il est rare et de plus en plus cher. Et donc, les gens qui attendent, ça va leur coûter de plus en plus cher de revenir dans le jeu, voire même à un moment donné, ça sera quasiment impossible. En tout cas, moi, je pense qu'à un moment donné, ça sera presque plus possible. Et en plus, le cabinet, à mon avis, aura perdu de la performance par rapport aux concurrents. Et ça sera donc encore plus difficile parce qu'il aura moins de moyens. Et je dirais, c'est un cercle vicieux à un moment donné. Alors que si vous démarrez très tôt dans ces sujets-là, c'est plutôt un cercle vertueux que vous allez engager, enclencher. Et là, vous allez réussir à faire des choses assez magnifiques. Étape 6, développer une communication claire et ciblée. Ben, évidemment, autant faire ça bien. Ça peut être des brochures, ça peut être un livre blanc du cabinet, ça peut être d'ailleurs que vous pouvez diffuser à vos clients aussi pour montrer que vous êtes moderne. Ça peut être des vidéos, hein, on peut faire des vidéos maintenant très sympas, très facilement, même des mini-vidéos extraites d'une plus grosse vidéo. On peut faire des choses assez étonnantes avec des outils d'IA là aussi, et ça permet de faire de la qualité, ça permet de faire de la quantité, et ça permet d'être présent en permanence, hein. Aujourd'hui, moi, je vois certains cabinets qui créent des vidéos très fréquentes, qui les mettent sur LinkedIn, sur X, sur différents réseaux sociaux, et qui sont très présents, qui montrent une modernité, qui montrent voilà, des tas de choses qui sont dans l'air du temps, qui utilisent de l'IA, qui utilisent des outils modernes. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence avec les cabinets qui sont cachés. Éduquer sur les bénéfices à long terme de l'IA, bon, bah, ça semble une évidence, hein, si on a quand même réussi à faire le boulot des 6 autres actions. euh, je pense qu'on peut assez facilement travailler avec des séminaires ou des webinaires, hein, pour parler des tendances. Alors ça, je vous rassure, vous serez jamais en mal de sujets parce que ça va tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent que le plus dur, voilà, c'est de garder un niveau de veille suffisant. Là aussi, et d'ailleurs, moi, je suis en train de bâtir quelque chose dans ce sens-là. Peut-être que ce fera partie des outils qu'on vous proposera dans le cadre des packages, des packs Experia. Euh, on sait aujourd'hui comment on va faire notre veille d'information complètement automatisée avec la possibilité d'aller parcourir le web francophone, mais également le web anglophone, et de rapatrier les infos avec une vignette, un titre, un petit descriptif, le lien URL pour accéder, voire même une traduction pour le récupérer,
Et donc ça fait une sorte de newsletter interne qu'on peut quasiment se fabriquer par un workflow, une robotisation. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc ça, en plus, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire en interne pour diffuser à vos collaborateurs, mais également pour diffuser aussi à vos clients. D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de nos idées. C'est demain proposer peut-être des petites news sectorielles. Si vous avez deux, trois, quatre secteurs un peu privilégiés au sein de votre portefeuille client, pourquoi ne pas faire des mini newsletters complètement automatisés avec toute l'info que le robot peut aller chercher, structuré bien dans, je vous l'ai dit, avec la petite imagette, le titre, le résumé, etc., le lien, ça peut énormément les intéresser. Et là, je peux vous dire que ça aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'utilité que les lettres qu'on a vu fleurir là, il y a quelques années, qui étaient des lettres qui parlaient que de technique, que de fiscalité, de juridique, de je ne sais quoi, qui intéressaient assez modérément les gens parce qu'ils ne les comprenaient pas ou ils n'avaient pas trop envie de les lire, ou en tout cas ils comptaient sur vous pour leur donner la bonne information au bon moment. Et donc, par contre, leur secteur d'activité, oui, ça va les intéresser. Donc ça, je pense que ça peut être un sujet pour éduquer les clients. Pourquoi je parle des clients? Parce que vous avez intérêt tout autant d'éduquer vos clients que d'éduquer vos collaborateurs. Parce que plus les gens des deux côtés de la barrière seront éduqués, plus ils seront efficaces et et mieux le cabinet va se porter, hein, clairement en termes de performance. Le point 8, recueillir et intégrer donc comment dire, tout ce qui est nécessaire pour améliorer la démarche, les pratiques, etc. au sein du cabinet. Hein, donc, bah, ça peut être un chatbot ou un forum que vous mettez en ligne, hein, qui va permettre à vos comptables ou aux gens du social ou du juridique ou de l'audit, etc., d'interroger le chatbot, de lui partager des expériences, d'alimenter le truc. Tout ça, ça peut être très intéressant aussi et ça peut donner vraiment des cas d'usage très importants pour faire monter aussi la capacité de vos collaborateurs ou encore une fois de vos clients. Et demain, un bot peut également répondre automatiquement à vos futurs candidats ou à vos futurs clients. Et donc, ça aussi, ça peut avoir beaucoup de bénéfices pour votre cabinet. Donc là, ces 8 actions, hein, qui sont vraiment essentielles pour mettre en œuvre l'IA. Bah, il y a un peu de boulot partout quand même, hein, et c'est un boulot qui repose beaucoup sur du temps humain, sur des réunions, sur des interactions, sur des choses comme ça. Mais je pense que si vous le faites, au-delà de faire rentrer simplement l'IA dans le cabinet, je pense que vous allez créer aussi un système de management qui sera plus performant, plus puissant, plus fédérateur, plus fidélisant pour la pérennité de vos équipes, hein, qui est moins de turnover et tout ça, parce que un collaborateur qui est bien chez vous, bah, il va hésiter pour gagner 300 euros ou 500 euros de plus par mois, il va hésiter à quitter le cabinet pour aller ailleurs. S'il est vraiment bien, s'il sent qu'on lui demande son avis, qu'on le fait participer, qu'il a un impact sur son travail de tous les jours, sur sa relation client, sur plein de choses, je pense qu'il peut hésiter, oui, à vous quitter et c'est tout bénéfice pour vous parce que le turnover, vous le savez, coûte extrêmement cher. Alors, je voulais parler de l'action zéro. Alors, j'ai parlé des actions 1 à 8. J'ai dit, il y a une neuvième action, à mon avis, qui est indispensable, à mon sens, hein, pour faire tout réussir ou tout échouer quelque part. C'est quoi? Ben là, vous voyez un beau businessman, expert comptable dans des bureaux ultra modernes qui est en train de se poser des questions, apparemment. Bon, apparemment, je pense qu'il les a un peu résolus parce il m'a l'air en forme. Euh, Moi, ce que je pense quelque part, fondamentalement, et je le vis dans mes missions, et c'est pas d'hier, hein, je le vis dans mes missions, ça fait plus de 20 ans, 25 ans même maintenant. En fait, euh, chaque année, on fait plusieurs dizaines de missions dans les cabinets pour différents sujets. À une époque, c'était beaucoup de la gestion interne, et puis ensuite, ça a été beaucoup de l'organisation. Et puis maintenant, c'est toujours de l'organisation pas mal parce que c'est très proche, mais c'est beaucoup des choses autour de l'IA. Bon, les choses ont évolué et on s'est rendu compte que sur plusieurs dizaines de missions qu'on faisait chaque année
dans différents cabinets de toute taille, de toute la France, etc. Il y avait des missions qui se déroulaient merveilleusement et des missions qui finissaient en eau de boudin, comme on dit, qui se terminaient mal. Heureusement, pas beaucoup, mais il y en avait. Et on s'est dit, mais quelle est la différence entre une mission qui se passe bien et une mission qui se passe mal ou qui se termine pas ou qui est bon. Ben, la différence, c'est pas trop nous, parce que nous, on arrive avec nos méthodes, on arrive avec notre personnalité, on arrive avec ce qu'on sait faire. Bon, après, voilà, on a nos limites aussi, hein, bien sûr, mais entre nous et nous, la différence, c'est pas nous, c'est quand même les gens qu'on a en face de nous. Et les gens qu'on a en face de nous, quelquefois, peuvent arriver à faire échouer le truc pour différentes raisons. Et à mon avis, il y a trois plans, mais qui sont très personnels par rapport aux dirigeants du cabinet, qui font que les choses ne se passent pas bien, ou qu'elles peuvent au contraire réussir de façon éclatante. La première raison, c'est ce qu'on appelle le why, hein, c'est assez connu, il y a eu un bouquin, ou même plusieurs bouquins très célèbres d'un auteur américain, je crois, Simon Sinek, sur la recherche du why, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses, quoi, à titre personnel, au titre du cabinet, quelle est la stratégie du cabinet, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme mission, comme client, comme collaborateur, comme partenaire, etc. Tout ça, c'est extrêmement important parce que l'IA va être capable d'amplifier le truc et de faire décoller des choses qui étaient très difficiles à faire décoller ou alors qui mettaient beaucoup de temps. Aujourd'hui, on peut arriver avec une très petite équipe, et je vous raconterai une anecdote, on peut arriver avec de très petites équipes à faire des choses assez remarquables, parce que l'IA vous donne une sorte de baguette magique qui permet d'accélérer des choses et de faire des choses assez étonnantes, à les faire en peu de temps, à les faire avec une très forte intensité, et je dirais à casser, à briser un plafond de verre que vous avez souvent au-dessus de la tête, qui fait que ben, dans une année, on sait qu'en gros, vous enlevez 6 mois, parce que pendant 6 mois, on ne peut rien faire. Quand on compte la période fiscale, un mois ou deux de jours fériés, de vacances, etc., etc., on a 6 mois effectifs, allez, peut-être même des fois 5 mois. 5 mois pour tout faire. Et 5 mois, c'est très court. Voilà. Et quand en plus vous êtes en train de courir pour toujours récupérer le collab qui vous manque ou je ne sais quoi, évidemment, c'est encore plus court. Et comme souvent vous dites, si j'ai pas mon équipe en entier, je lance pas la mission X, Y ou Z, du coup, vous attendez longtemps et beaucoup pour faire quoi que ce soit, en tout cas de consistant. Donc je pense que l'identification au départ de pourquoi vous vous levez le matin et quel est le style de cabinet que vous voulez avoir, le plaisir intellectuel et tout ça, au service de quelle stratégie et tout ça, c'est fondamental. Mais il y a également, et ça je le sais pour le vivre, et tout le monde le vit évidemment, l'aspect physique-mental. Ça, je me rends compte que c'est souvent, pas toujours, hein, mais souvent très mal traité dans les cabinets, ne serait-ce qu'au niveau du dirigeant. Alors, à quoi je pense en disant ça? Il y a des gens qui ont adopté des petits outils. Ça peut être une montre connectée, une bague connectée, un bracelet connecté, je ne sais quoi, un pendentif, etc., qui permet de capter des datas physiologiques sur la santé, le sommeil, bon, plein d'indicateurs différents et variés. Euh, bon, ça peut être intéressant. Alors évidemment, pour ceux qui sont un peu réfractaires à ça, qui disent non, non, mais je ne veux pas me livrer, moi, à titre personnel, aux GAFAM ou à des tas de gens qui se servent après de mes données personnelles, intimes, on va dire. Évidemment, quand on a ça dans la tête, c'est assez problématique. Mais si vous voulez vraiment aller au bout, il ne faut plus être sur Internet, il ne faut plus avoir un PC, il ne faut plus avoir un GPS dans votre voiture, il ne faut plus avoir un smartphone à côté de vous, que vous mettez en plus sur votre table de nuit à côté pour vous réveiller ou je ne sais quoi. Parce que les data, il en sort de partout, de tout ce que vous touchez, de tout ce que vous faites, etc. Vous créez de la data en permanence. D'accord? Donc, un peu plus, un peu moins, à un moment donné, si c'est au service de quelque chose de supérieur, d'un truc qui vous motive profondément et qui vous rendrait vraiment heureux,
et je dirais voilà, épanoui avec votre activité, peut-être que ça vaut le coup de se dire, bon, allez, j'ai donné quelques datas de plus, mais ces datas vont peut-être me rendre service, voire peut-être me sauver la vie, qui sait. Et donc, ça peut être intéressant. L'autre chose que j'ai mis là en exergue, c'est que, et moi je le sais parce que je le fais maintenant depuis quelques temps, après quelques problèmes de santé non négligeables, le fait de se lever et de ne pas partir tout de suite à la table du petit déjeuner ou à la douche ou au machin ou au travail avant d'avoir fait au moins une demi-heure de sport, voire 45 minutes ou 1 heure de sport tous les matins avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vous garantis que si vous pouvez aller marcher, nager, faire un footing, ce que vous voulez, un peu de gym dans une salle, une pièce prévue pour ça, avant de faire quoi que ce soit d'autre, alors peut-être vous pouvez boire un verre d'eau si vous voulez, mais pas attaquer au café, pas attaquer avec les emails ou les réseaux sociaux. Commencez pour vous, faites du sport tous les matins, même les jours où vous savez que vous n'avez pas le temps, en fait. Hein, quand vous dites non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est vous qui vous mettez la pression. Mais ça, c'est des choses que vous devriez d'ailleurs programmer dans votre agenda personnel tous les matins, peut-être à 6 heures, peut-être à 7 heures, ça dépend de comment vous voulez caler votre journée. Mais sincèrement, faites ça tous les jours, faites-le pendant un mois, c'est pas très long, un mois. Faites-le pendant un mois et vous allez voir les bénéfices que vous allez avoir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sur la perte de poids, sur le côté physique, le côté d'être bien dans ses muscles et bien dans sa tête. Quand on est bien physiquement, on est bien mentalement aussi. Et c'est vrai que quand je parle d'impact physique et mental, ben, je parle aussi de leadership, je parle de charisme, je parle de plein de choses qui font que plus vous avez justement de santé, d'énergie, d'enthousiasme et tout ça, plus facilement vous allez emmener les autres, que ce soit encore une fois les collaborateurs, les clients, les partenaires, etc. Et plus vous serez fatigué, désespéré, en burn-out, etc., moins vous allez faire envie à personne, quoi. C'est évident. Voilà. Donc sincèrement, je pense que ce côté physique mental est important. Ça peut passer aussi par de la méditation. Euh, et c'est sûrement mieux que de regarder les infos sur BFM qui vont vous parler du dernier viol, du dernier truc, voilà, des problèmes économiques et je ne sais quoi, parce que c'est le spectacle permanent, mais le spectacle du pire. Je vous conseille de lire, si vous faites de la méditation ou si vous voulez faire changer des choses, je dirais mentalement et tout ça, de lire des choses sur ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est absolument passionnant. Hein, ça vous explique que, au-delà de vos capacités physiologiques innées, ce que la nature vous a délivré au départ, il y a des choses que vous pouvez faire changer par des voies mentales, etc., liées à de la méditation, liées à plein de choses. Et c'est passionnant parce que vous vous rendez compte que vous pouvez opérer des changements absolument considérables. Et je pense que ces changements considérables-là, quand on voit comment une profession, depuis des années, moi je le vois depuis 30 ans quand même, depuis 30 ans, je vois des gens de plus en plus épuisés au mois de mai, juin, juillet, qui n'ont plus qu'une envie, c'est de partir en vacances. Ils partent en vacances, ils partent 15 jours, 3 semaines, je sais pas, un mois. Les 15 premiers jours, ils sont râpés. Voilà, ils passent à dormir, peut-être à manger ou à boire, et là, ça ne s'arrange pas forcément. Bref, c'est un peu la cata, quoi. C'est un peu la cata. Donc, sincèrement, euh, sport, méditation, peut-être avoir de quoi mesurer des choses sur votre santé et votre énergie, etc. Ça peut être très intéressant. Alors, la nourriture aussi, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que je connais de charmantes personnes qui attaquent leur journée en sautant dans la bagnole, en allant à la boulangerie du coin, s'acheter le petit plaisir du matin qui est le bon beignet au Nutella. Alors là, c'est une bombe absolue pour l'organisme. C'est un poison, un double poison, quoi. C'est gras plus sucre. En plus, le gras, c'est de l'huile de palme, je ne sais quoi. Bref, c'est une calamité. Les gens qui ne mangent pas le matin, dommage pour eux. Les gens qui ne mangent pas le matin ou pas le midi parce qu'ils n'ont pas le temps, soi-disant, et qui mangent le double le soir, c'est une calamité aussi. Bref, on voit de tout. On voit de tout. Et quelquefois, quand on voit, ça me fait penser au congrès, parce qu'on voit beaucoup d'experts comptables, et je parle surtout des messieurs avec une bedaine bien remplie, quel joli facteur de risque, ça plus le reste, quoi.
Voilà. Donc ça, je pense qu'à un moment donné, tout ce qu'on a dit avant, les 8 points d'évolution via l'IA, ils peuvent vraiment vous donner une puissance extraordinaire. Et je vais vous livrer une anecdote avant de finir là aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il faut se remettre en cause ici et se dire, bon, j'en ai un peu marre de finir sur les genoux ou à plat ventre à la fin de la période fiscale, parce qu'en plus, mes équipes, c'est pareil. Et en plus, c'est une contre-publicité pour faire venir des collaborateurs demain. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut, voilà, il faut tirer un trait sur ces 4 à 6 mois d'hiver polaire que vous passez chaque année, parce que chaque année, c'est pareil, quoi. Et comme disait Einstein, est bien fou celui qui pense qu'en faisant toujours de la même façon, il va obtenir à un moment donné des résultats différents. Ah non, les résultats sont toujours les mêmes. C'est l'épuisement à la fin de la période fiscale. Où est le plaisir là? À un moment donné, il faut m'expliquer quoi. Où est le plaisir? Voilà. Bon, après, vous avez le droit de continuer comme avant, hein. Mais si vous venez régulièrement à ces webinaires, c'est que vous avez sûrement envie de faire autre chose. Voilà. Donc, je pense que tout ça, ça a l'air tout bête, mais je pense que tout le monde a à apprendre là-dedans. Et moi, je peux vous dire que certains matins, quand il faut aller marcher ou courir, j'ai pas envie. Il fait froid, il pleut, il fait nuit. Il y a des moments, je suis comme tout le monde, hein. J'ai envie de rester au lit ou d'aller tout de suite me boire un bon café et tout ça. Ben, je vous garantis que non, 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 non. Le plaisir qui dure 3 minutes tout de suite, c'est la journée entière que vous le payez, quoi. Bon, donc beignet au Nutella, et on évite. Et puis ne pas manger toute la journée et faire un dîner pour compenser tout ça, c'est pas très bon non plus. Alors, je voulais vous parler d'une chose parce que là où vraiment l'IA est en train de faire une révolution, d'ailleurs, Sam Altman lui-même en avait parlé, et c'est une évolution qu'on voit se propager sur les réseaux sociaux au travers, moi je vois, j'ai plein de partenaires qui sont dans cette configuration-là aujourd'hui, où des jeunes ont créé des boîtes et ils veulent surtout pas avoir des tas de gens à gérer, des tas de salariés. Ils veulent pas. Ils veulent pas avoir ce genre de responsabilité ou ils veulent pas avoir ce mode de, de- comment dire, de comportement hiérarchique. Ils veulent avoir des alter-ego qui travaillent autour d'eux, qui leur procurent les choses dont ils ont besoin. Voilà. Et donc ça présage, à mon avis, et j'en avais parlé, je crois, en parlant de Stéphane Mallard, peut-être au dernier webinaire ou à l'avant-dernier, qui disait, dans une interview qu'il avait donnée à une émission de télé il n'y a pas très longtemps, il disait le salariat est en voie de disparition progressive. Donc c'est quand même intéressant aussi pour vous, évidemment, de l'envisager. Les gens veulent être plus libres, ils sont prêts à créer des petites boîtes aussi pour se faire plaisir, ou croit-il pour se faire plaisir, parce que c'est pas si facile que ça de créer une boîte ex nihilo. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'IA permet de faire en sorte que des gens solitaires dans une boîte sont capables de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, sont capables de faire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, j'en connais, sont capables de faire des centaines de millions de chiffre d'affaires. Alors là, j'en connais pas, mais il paraît que ça existe. Et Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, disait, à mon avis, on va arriver au moment où, grâce à l'IA et grâce aux robots qu'on peut mettre en route pour son propre profit, quelque part, pour son fonctionnement, pour machin, seront capables de mettre en œuvre tellement de robots, avec tellement d'interactions, sur tellement de monde, qu'on peut penser que des boîtes unipersonnelles avec un seul dirigeant seront capables d'avoir des chiffres d'affaires qui vont atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Une personne, 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est un truc complètement fou. Et pourtant, moi, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, ça va être tout à fait envisageable de faire des choses comme ça. Bon, évidemment, après, voilà, je pense que quand on commence à aller vers au-delà de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires seul, je pense qu'il faut quand même avoir des capacités assez hors normes, assez exceptionnelles. Mais je pense aussi qu'avec un travail consistant, solide, par étapes, etc., itératif, on peut arriver à de très bons résultats. Moi, j'avoue que
je me suis mis dans cette situation-là depuis quelque temps et avec plein de partenaires autour de moi. Et c'est vrai qu'on travaille très très bien et on fait avancer les projets aussi bien que si j'avais des salariés aujourd'hui. Et je pense que avoir des résultats en millions d'euros est tout à fait envisageable pour beaucoup de monde. Voilà. Et quand je vois des cabinets qui sont des petits, moyens cabinets qui font quelques millions d'euros, je pense que demain, alors je ne fais pas la promotion de ça, hein, mais pour des gens qui aimeraient atteindre ces résultats-là avec beaucoup moins de salariés et quelque part peut-être aussi beaucoup moins de contraintes quelque part, je pense qu'on est au stade où on peut arriver à ça dans les mois qui viennent. Voilà, les mois et les années qui viennent. Et ça, c'est quand même assez fascinant, je trouve, malgré tout. Et encore une fois, ne croyez pas que je fais l'apologie du robot au détriment de l'humain, hein. J'adore les relations humaines. Et d'ailleurs, étant consultant depuis 30 ans, j'ai prouvé que je préférais presque même la relation humaine et des missions que de vendre des purs logiciels et d'être industriel uniquement du logiciel. Donc, j'adore la relation humaine, mais c'est quand même assez fascinant de voir qu'on peut arriver à faire des choses de très haut niveau avec très peu de monde. Par contre, avec une organisation vraiment tip-top et avec beaucoup d'automatisation partout. Et ça, je le vois avec tous les partenaires que j'ai dans Experia. En grande partie, sont tous quand même très équipés, avec beaucoup de petites robotisations partout dans leur société. Et ils arrivent à faire des choses quand même assez remarquables déjà. Hein, même parmi les gens avec qui je travaille, il y en a qui ont la vingtaine, hein, qui ne sont pas âgés du tout, mais qui ont une maturité déjà et qui sont capables de faire des choses assez remarquables. Voilà. Donc je voulais le dire parce que je pense que ça fait partie des choses qu'on peut envisager. Et de toute façon, au pire, pour moi, demain, on va pouvoir compenser le manque de bras. Je dis sans aucun problème. Le problème, ça va être de s'y mettre, de faire un changement de mentalité, un changement de l'organisation et de s'accaparer des outils quand même. Ça, c'est indispensable. Mais je pense que ça va être tout à fait envisageable et je dirais que le fait de perdre un collaborateur, et là, j'ai eu encore un petit mot très gentil d'une expert comptable du sud-est de la France ce matin qui me dit, ben, on a passé la période difficilement avec deux réviseurs au lieu de trois, mais grâce à tes conseils, puisqu'on avait, elle était cliente du Club RCA et elle était venue dans un séminaire il n'y a pas très longtemps que j'avais organisé sur l'organisation, la gestion de la période fiscale et tout ça. Bah, elle me dit, bon, grâce à quand même tes conseils, on a réussi à passer avec deux réviseurs au lieu de trois. Voilà. Ce qu'on n'aurait sans doute pas pu faire l'année précédente. Bon, donc ça prouve qu'on peut y arriver, mais encore une fois, hein, rappelez-vous ce que j'ai dit, prenez les décisions le plus tôt possible et si possible en juin pour pouvoir les lancer en juillet. Juillet, c'est souvent un moment de décompression, mais aussi d'état des lieux. On peut faire un état des lieux, on peut faire un audit, on peut voilà, réfléchir. On laisse courir la réflexion sur le mois d'août et on est prêt dès le mois de septembre à enclencher des choses un peu volumineuses. Et je trouve que c'est vraiment un très bon équilibre dans l'année d'un cabinet pour envisager des travaux de fond pour justement s'accaparer ces outils assez fantastiques. Alors, hein, je l'ai déjà montré et remontré, Pilote Guard, donc ben, si je sais que Manon, qui est l'une de nos partenaires, expert comptable, euh, me disait, mais il y a peut-être des obligations déontologiques aujourd'hui dans les cabinets qui ne sont pas forcément bien rendues, c'est-à-dire qu'en termes de restitution, on a donné des choses qui étaient un peu minimalistes. Ben, repensez à Pilot Guard, un tableau de bord automatique, Power BI ou PDF, rapport automatique. On peut changer même les commentaires, mais ils sont complètement fabriqués automatiquement. Vidéo automatique. Ben, tout ça, voilà, c'est un exemple très clair et net, un simple fake et vous fabriquez tout ça en le temps de mettre le fake dans l'outil, quoi. Donc c'est quelques secondes. Voilà. Alors, je le rappelle à nouveau, et là on est là plutôt pour aider vos collabs. On lance bientôt un bêta-test sur un robot URSAF hein, qui va permettre d'aller chercher les bordereaux et de les amener aux collaborateurs concernés, et ça complètement automatiquement. Donc, si vous êtes intéressé, vous me passez un petit coup de fil, vous m'envoyez un petit SMS ou un message, comme vous voulez, et on en discute.
ça va démarrer dans assez peu de temps. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, ben, toujours remercier les abonnés qui sont entrés en pack free, donc totalement gratuit, ou en pack tools et qui commencent à avoir des outils comme Pilot Guard et bientôt d'autres. Hein, on est en train de développer des robots à 2 niveaux, même à 3 niveaux, puisqu'il y a une partie sur la gestion des appros, donc le robot interactif. Il y a une partie sur des collectes ponctuelles de data ou de documents comme ce fameux robot URSAF, et un robot qui sera capable de fabriquer quasiment, de capter des datas, enfin, plutôt des fichiers, de les ossériser et de faire la saisie comptable, entre guillemets, mais ça sera ni de l'OCR au sens où on l'entend aujourd'hui, ni de la saisie, ça sera complètement robotisé via l'IA, du code Python, etc. Et ça permettra de fabriquer de la tenue comptable automatiquement injectable dans un logiciel. Et comme je vous l'ai dit et répété, c'est une partie qui coûte cher dans les coûts informatiques d'un cabinet. Je pense qu'on peut faire énormément baisser ces coûts-là dans un futur très proche. Voilà. Bon, ça, j'ai l'habitude de vous le montrer, donc je vous le rappelle simplement, hein, c'est ce qu'on met dans les packs. Voilà. Et pour finir, et je vais vous lâcher derrière ça. Sachez que donc le vendredi 24, donc on va sauter 3 semaines. Je vais vous parler de 2 journées donc incroyables qu'on va mettre en place au club RCA, puisqu'on va lancer un cycle opérationnel sur 2 à 3 ans qui va permettre à un cabinet de mettre en place l'IA dans toutes ses fonctions, de façon à faire des gains extrêmement importants et à faire une petite révolution pour passer d'un cabinet de tenue qui est un peu coincé dans les obligations légales vers un cabinet plus de révision et de conseil qui, au contraire, est capable de délivrer de la valeur aux clients. Et donc tout ça, ça va être des choses qu'on va travailler énormément dans ces 2 journées-là, hein, qui sera le prélude, je vous dis, de 3 années de développement vraiment passionnantes, puisque on va vraiment mettre l'IA à toutes les sauces et on va faire en sorte de vous donner les moyens de l'injecter avec le meilleur succès possible, avec toute l'aide qu'on peut vous donner aussi au sein de votre cabinet, avec des méthodes, avec un management, avec les outils en amont. Et donc tout ça, ça va être en travailler les 26 et 27 juin sur Paris au sein du club. Voilà, écoutez, je vais vous lâcher sur ces paroles. Merci encore de vous être mobilisés aujourd'hui, hein, bravo, parce que à 15 jours de la fin de l'histoire. C'est vraiment un joli geste et une belle motivation. Donc, conservez-la. Prenez soin de vous, hein, ça, c'est le plus important. Et puis, je vous dis au vendredi 24, on repart et on va essayer de se donner une grosse motivation pour peut-être préparer dès le mois de juin l'après-période fiscale et le second semestre de l'année pour en faire quelque chose de très utile et de très motivant pour vous et vos collaborateurs et votre cabinet en général. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis un très bon week-end. Reposez-vous un petit peu. Je ne sais pas quelle météo on va avoir. Je n'ai pas l'impression qu'il fasse très très beau ce week-end en général. Mais bon, on va en faire ce qu'on va pouvoir en tout cas, avec plein de rêves d'IA dans la tête et de choses qui vont être plus faciles, je l'espère, pour les années qui viennent. Bonne fin d'après-midi à vous et bye bye. Au revoir.